Bonsoir Paul, merci de répondre à nos questions. On s'était promis cet été qu'on viendrait avec le livre, donc Élysée confidentiel, il est prêt, c'était pas totalement fini début juillet, et puis il est là. Ouais. On va y venir dans un instant, mais c'est quand même avant tout un objet, un livre unique, parce que on en a eu des livres politiques, on en a eu des livres qui analysent, là il se trouve que c'est un livre qui est coécrit, ou en tout cas avec Elliot Blondet, et qui fait la part belle aux photos, on le montrera tout à l'heure. Et donc il reste une galerie de portraits, donc du quinquennat d'Emmanuel Macron, des gens qui ont été autour de lui, qui sont toujours autour de lui, dans cette fameuse bulle. On va s'attarder sur trois portraits précisément que j'ai retenus et qui sont intéressants, mais avant, quand même, comment est née cette idée? C'est-à-dire que deux choses. Moi j'ai lu à la fin vos remerciements, et puis vous l'expliquez au tout début sur comment est née cette idée, mais j'ai vu aussi le nom de Raphaël Baquet, j'ai vu voilà tous ces gens qui ont pesé, et puis comment aussi s'est passée la rencontre avec Elliot Blondet. Voilà, comment vous avez dit allez hop, c'est parti, on le fait. Alors déjà c'est un vrai bonheur de vous revoir depuis le festival de couture sur Garonne. On est très sympathique, il faut le dire. On s'était rencontrés sur les bords de la Garonne au pire moment où j'étais pas sûr d'arriver à finir le livre. C'était vraiment horrible, la fin c'était horrible. Donc effectivement je suis content qu'on se revoie et qu'à la fin il y ait un livre sur du papier qui soit fini. Et en plus j'ai la chance qu'il rencontre ses lecteurs, donc c'est un immense bonheur. Pour répondre à vos questions dans l'ordre, Raphaël Baquet, à la base je suis un immense fan. J'ai tous ces livres dans ma bibliothèque, c'est l'impératrice de ma bibliothèque. On a un ami en commun qui nous a présenté il y a plusieurs années, elle est devenue vraiment une amie, et elle n'arrêtait pas de me dire faut écrire sur Macron, faut écrire sur Macron. Moi j'arrivais pas à trouver d'idées, j'avais des histoires à raconter, des infos à partager, mais j'avais pas d'angle. Et un jour il y a eu, je l'ai appelé, je fais je crois que j'ai envie d'écrire un truc sur la bulle Macron. Elle fait c'est pas con, je te vais te présenter une éditrice qui s'appelle Gaëlle Lassé, qui travaille pour l'édition Flammarion, qui fait des beaux livres. Et parallèlement à cela, j'ai rencontré Elliot Blondet sur le terrain. Lui et moi, nous deux, on a couvert l'intégralité du déplacement d'Emmanuel Macron depuis qu'il est candidat, ou même depuis qu'il est ministre. On l'a vraiment beaucoup couvert. Et c'est une amitié professionnelle qui a lentement germé, lentement mais sûrement. Et un jour, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment envie de créer, de tenter de créer quelque chose qui a jamais été ni écrit ni vu. C'est une expérience, à vous dire si elle est heureuse ou pas. C'est un livre-objet, c'est un pari de trentenaire, c'est du terrain, c'est des émotions, c'est de l'humain, et c'est une façon d'écrire sur Emmanuel Macron qui, pour l'instant, n'avait jamais été tentée. Et donc on s'est dit, voilà, on va vraiment essayer d'écrire un petit peu différemment à travers une galerie de portraits. Et donc on a sélectionné 14 personnes, et on les a longuement interviewées, prises en photo, et on a à la fin fait un livre de photos avec le petit texte. Et c'est peut-être aussi un objet spécial parce que ça a été un quinquennat spécial. Enfin, en tout cas, une accession au pouvoir inédite. C'est-à-dire sans parti, sans personne autour de lui au départ. Enfin, en tout cas, on revient jusqu'au ministère de l'économie. Hein. Quand il était ministre, on revient sur son équipe, une partie en tout cas des gens qui l'ont suivi à partir de là. Vous avez tenté un peu de renouveler, comme lui l'a fait avec la politique, d'une certaine manière. Oui, un peu. Après, encore une fois, si on tient à la métaphore. Je lis beaucoup de confrères et je suis un lilliputien et j'ai tout à apprendre et je suis un grand lecteur de livres politiques, mais c'est le premier que j'écris, c'est un premier livre avec toutes ses imperfections, et donc je vais absolument pas arriver à dire attention les cocos, je vais révolutionner le genre, pas du tout. Je dis juste qu'on a fait un objet de trentenaire avec des références à la pop culture, on s'est pris la tête sur le grammage, le papier, les couleurs, on a vraiment essayé. Le but c'est que ce soit un livre qui soit sympa à offrir à Noël, pour les gens qui aiment la politique, mais qui savent pas trop ce qu'il y a dedans, enfin voilà, qui se disent en fait ça marche comment l'Élysée, il y a des infos, il y a des histoires, et c'est original, voilà. Alors c'était ma conclusion, hein, pardon, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non. On le refera à la fin, on coupe ça, et on le refera à la fin. Mais pour revenir, moi il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, puis on va rentrer dans les portraits dans un instant, mais est-ce qu'il n'y avait pas une volonté aussi un peu de scénariser tout ça? Enfin pas de scénariser, mais en tout cas, j'ai l'impression un peu d'avoir lu une série. C'est particulier, mais j'ai l'impression d'avoir vu 14 épisodes différents qui reviennent toujours sur un même homme et qui me permettent de le décrire, de le décrypter et de savoir. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que quand vous avez eu le résultat final, ou parfois ça vous a peut-être pas sauté aux yeux, mais ça... Alors,
c'était volontaire sur un chapitre, sur Christophe Castaner, qui s'appelle House of Cards, qui est évidemment une référence à House of Cards et qui est monté explicitement en 10 épisodes. Et sinon, vous venez de me faire probablement l'un des plus beaux compliments qu'on ait fait sur ce livre, parce que quand on voit à la fois la créativité et le succès populaire de beaucoup de séries, ce que vous compariez ce livre à une série, c'est très gentil, je le répéterai. Avec des personnages très forts, c'est pour ça que voilà, oui, des personnages très forts qui racontent quelque chose. Là pour le coup il y a un gros casting avec des stars qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas mais qui ont des histoires incroyables, donc c'est vrai qu'au fond il y a des épisodes, un casting, un fil linéaire et c'est une saison, saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5 et à la fin c'est le quinquennat Macron. Bonus DVD, sauf que c'est un livre. Vous avez dit à l'instant que vous avez tout à apprendre, bon c'est vrai, on l'a vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que... allons-y. Non, mais justement, moi je pense que franchement vous avez réussi quelque chose d'incroyable, c'est que on avait tout lu, enfin on pensait, et pourtant on n'est pas journaliste politique, enfin... avoir vu, lu beaucoup de choses. Il y a eu des documentaires, il y a eu des longs formats, il y a eu des livres, il y a eu de journalistes, de moins journalistes, de proches, voilà. Et pourtant, vous arrivez quand même à nous raconter des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas lues, avec des personnes qu'on a pourtant vues pendant 5 ans. Il y a Alors, juste pour qu'on vienne sur les portraits, Christophe Castaner, Sibeth Ndiaye, quand même très exposé, Manuel Valls, très exposé, parce qu'il y a les personnages un peu, pas de second plan, mais en tout cas ceux qu'on ne connaissait pas, c'est le vrai apport du livre, mais il y a aussi un apport sur les personnes qu'on connaissait. Donc, Sibeth Ndiaye, il y a Manuel Valls aussi, il y a Benjamin Griveaux, il y a... Comment, justement, vous avez fait ce travail et de se dire, alors, lui, on l'a vu, lui, on l'a connu, mais on peut encore aller chercher. Alors, je donnerai pas de nom parce que ce serait indélicat, mais par exemple, il y a un ministre actuel qui nous donne une interview, et comme il disait rien de neuf, rien d'intéressant, on l'a mis à la poubelle, il n'est pas dans le livre. Voilà. Ceux qui sont dans le livre, c'est vraiment des personnalités parfois connues, mais qui vraiment se livrent, tous les 14, dont Christophe Castaner qui nous fait des confidences inédites, Sibeth Ndiaye qui nous fait des confidences inédites sur comment elle voit vraiment le président, Manuel Valls qui dit des choses qu'il n'a jamais dit ailleurs. Donc c'est vrai que ces 4-là se livrent, mais les pas connus se livrent aussi. Et moi, ça m'a encore plus touché parce que les hommes et femmes politiques, ils prennent un risque, mais c'est des hommes publics qui sont habitués, qui ont fait tellement de langue de bois que pour une fois qu'ils font un peu ça fait du bien. Moi, ce qui m'a plus touché, c'est vraiment, par exemple, un Jonathan Jarran ou un gilet jaune, Gépi, qui a fait une grève de la faim, qui a traversé la France. Sa sincérité, et quand il me regarde dans les yeux et qu'il me dit « je pense que ma rencontre avec le président a changé la vie du président, qui verra différemment les gens », ça, moi, ça m'a touché, c'est ce que j'essaie de partager sur du papier, c'est cette empathie qui est assumée, c'est-à-dire que c'est un bouquin... On a vérifié 54 fois factuellement qu'il est en béton, c'est un bouquin de journaliste, mais il y a aussi une empathie qu'on ressent avec un Castaner quand il se confie, mais qui est avec tous nos personnages et de façon la plus égalitaire possible. Et ce qui me fait dire qu'on n'a pas forcément complètement foiré, c'est qu'il y a à la fois des gilets jaunes qui nous disent qu'on est trop gentil avec Emmanuel Macron, ou des ministres qui nous disent qu'on est trop méchant, donc je me dis que ça doit plus ou moins équilibrer. Donc on va en venir maintenant au portrait. Ouais. Et donc il y en a 3 qui m'ont particulièrement marqué. Jonathan Jarran, vous en avez parlé. Alors lui, c'est celui à qui on a dit, qui Emmanuel Macron a dit la fameuse phrase. Donc, je traverse la rue, je me trouve un travail. Voilà. Bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens. Pas un. Non mais c'est vrai. Donc si vous êtes... Il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières. Quand les gens les ont pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi... Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, je vais simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Mais je perdez pas de temps à m'écrire à moi. Je me rappelle jamais, non mais Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés et les restaurants, franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Vous êtes allé le revoir, il raconte l'afflux des journalistes, enfin en tout cas la meute de journalistes, on peut le dire, qui lui est tombée dessus, et finalement le peu de débouchés. Bon, ça se finit bien, je dis pas, enfin ça se finit plutôt bien, je dis pas comment, mais justement, comment vous avez réussi à obtenir de lui le fait qu'il vous parle déjà, parce qu'il aurait pu, il le dit à un moment, il a voulu couper avec les journalistes. Il est très farouche, Jonathan. Il a voulu, et puis justement, est-ce que c'est pas quand même aussi le symbole d'un échec
parce qu'au fond, bon, ça se termine mieux, mais le non-emploi, les non-emplois qu'il a trouvés après, la situation dans laquelle il s'est retrouvé, j'ai retenu une phrase, hein, j'ai juste mise là, enfin un peu, mais lui, il n'est pas dans le même monde réel, lui, il est dans un autre monde. Oui. Est-ce que ça montre pas aussi une facette d'Emmanuel Macron? Si, et pour moi, la phrase clé de Jonathan Géant, c'est la chute, quand il dit un dernier mot, bâclé, ni bâché ni bâclé. Jonathan Géant préfère dire le président m'a bâclé, et sa vie, c'est ça. C'est Elliott Blondet qui la montre plutôt qu'un long discours. C'est ça. Donc, pour répondre à votre question, oui, il est farouche. Oui, il a fallu longuement montrer patte blanche, lui expliquer que je lui voulais pas de mal, que voilà, il a fallu expliquer le projet, le convaincre. Mais une fois qu'on a gagné sa confiance, et je me souviendrai toujours, il nous a accueillis, il venait de recueillir un petit chaton, et en guise de bienvenue, il avait dessiné un sourire sur son masque. Et vraiment, il nous a accueillis dans le domicile de fonction de sa mère, en nous racontant sa galère. C'est un mec bien qui galère, mais comme on n'a aucune idée, ni vous ni moi, quoi. Il fait ce qu'il peut. Et vous faites le constat aussi que c'est cruel, à un moment, quand vous comparez la journée d'Emmanuel Macron et sa journée à lui. La vie, oui, enfin, en fait, plus exactement, les moments de vie. Oui, les moments de vie, les grands moments. Le parcours d'Emmanuel Macron comparé à celui de Jonathan Géant. Encore une fois, je ne cherche pas à faire du populisme light de bas étage. Mais c'est vrai que leur ligne de vie parallèle et bigger than life, pour parler en bon français, c'est dingue. Et aujourd'hui encore, il m'a envoyé un texto il y a 2 semaines, il galère, il s'est pris toutes les plaies du monde. Là, il y a encore le Covid, ça se passait bien, il s'est pris un dépôt de bilan de son boss, il y est pour rien. Enfin, il a vraiment pas de bol, et c'est un bon mec. Il faut dire qu'il a un physique, il le dit lui-même, qui est difficile. Il a un physique qui peut faire peur, surtout quand il s'énerve. Il est hyper sincère, il dit toujours ce qu'il pense, qui coûte cher dans la vie de façon générale. Il y a beaucoup de gens dans lui. Et cette rencontre, effectivement, a été le début des petites phrases qui ont montré une facette d'Emmanuel Macron, à savoir son arrogance. À certains moments, il est factuellement arrogant, il donne le sentiment de l'être. Et c'est vrai que ça lui a collé. C'était le sparadrap d'Emmanuel Macron, qui était même avant les Gilets jaunes, qui est encore aujourd'hui, et qui reste dans les marqueurs du quinquennat. Et c'était avant les Gilets jaunes. Et c'était avant les Gilets jaunes, exactement. Pas longtemps avant, mais avant. Alors, je reprends mon livre, bien sûr, pardon. Parce que deuxième portrait qui est marquant, en tout cas, c'est celui d'une femme qu'on connaît bien, ou en tout cas qui était connue sur la place parisienne, c'est Sibeth Ndiaye. Et Sibeth Ndiaye, moi j'ai été frappé par la différence entre votre récit, la qualité de votre récit, et la teneur de ses propos qui sont cash. On peut se poser la question de comment vous avez pu obtenir justement cette franchise. Une relation de confiance. D'elle, mais justement elle qui paraît dans votre portrait, même à l'extérieur, pour les journalistes, plutôt fermée, plutôt protectrice. Sibeth Ndiaye, vraiment, pardon, je vous ai coupé. Oui, non, plutôt protectrice. Justement, comment vous avez réussi? On dirait que vous avez réussi à casser une carapace. Sibeth Ndiaye, j'ai vraiment une relation très saine avec elle, qui est composée de grands éclats de rire et d'engueulades intercontinentales. On s'est pourri la gueule, mais vraiment, et visiblement pas qu'à vous, parce que ça s'est dit. On a vécu des scènes homériques quand elle n'aimait pas mes sujets. Elle l'a dit de façon pas toujours courtoise, et je lui ai rendu. Mais elle a une qualité, c'est qu'elle n'est pas rancunière. Et donc, on a bâti une relation de confiance faite sur des centaines de déplacements à travers la France, sur des explications de gravure. Mais à la fin, j'ai toujours senti qu'elle me respectait, et à une ou deux exceptions près, elle m'a jamais menti. J'ai bien dit une des exceptions. Et donc on a une relation de confiance, et qui fait qu'effectivement à la fin, je fais attention aussi à écrire tout ce qui pour elle est positif, j'écris pas que le négatif, mais elle y va aussi vraiment dans ce qu'elle considère être les vrais défauts d'Emmanuel Macron. Et je trouve ça précieux parce qu'elle l'avait jamais dit. Alors il y a un troisième et dernier portrait moi qui m'a marqué, c'est celui de Jean Gabory. Alors lui, franchement, moi je ne connaissais pas. Et je pense que vraiment très peu de personnes le connaissent. Il a un rôle pourtant déterminant. Enfin, il a été un rouage essentiel. Il a installé Éric Dupond. Enfin, il a installé, entre guillemets, puisqu'il a été le directeur de cabinet d'Éric Dupond-Moretti dans ses tout premiers jours. Il a quitté la Macronie. Oui, non. Pardon. Enfin, oui, non, mais il s'est mis en retrait.
c'est quand même... Enfin, lui, c'est le portrait même de cette ascension. C'est même le titre, hein, Ascension et désillusion. C'est le portrait même, on dirait, de la Macronie. C'est-à-dire quelqu'un de sorti de nulle part, qui arrive, qui plaît, qui séduit. Mais là, désillusion, il est plus là. Oui, mais alors, oui, mais non. C'est-à-dire que Enfin, désillusion. Oui, c'est pas pris une crise des gilets jaunes où il n'a pas été jugé arrogant, où il s'est pas fait chasser du pouvoir. Effectivement, il est cofondateur de Jeunes avec Macron, voilà. qui remplace Alexandre Benalla au poste très envié de directeur adjoint de la présidence de la République à un âge de moins de 30 ans, donc ça arrive pas souvent. Oui, mais Ascension, et qui décide effectivement de quitter son poste parce qu'il trahit, selon lui, l'enfant des Épaisses, petit village près du Puy du Fou qu'il est. Et donc effectivement c'est fascinant et ça m'a fasciné, et donc raison pour laquelle on lui consacre un chapitre, et il explique, je trouve très bien, à la fois cette peur de se perdre dans la violence de la bulle et ce sentiment au fond de ne pas transformer le réel, c'est-à-dire d'être au pouvoir. Pourquoi? C'est pour faire des maisons France Service où on change un logo, il n'y a pas de millions, à quoi ça sert? Et il le raconte vraiment très bien, et au fond c'est désespérant. Une fois qu'on a conquis les urnes, parce que qu'on aime ou qu'on le déteste, Emmanuel Macron a été élu triomphalement, démocratiquement, du premier coup, sans jamais avoir été. Donc il a conquis le pouvoir encore plus spectaculairement que ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007. Et à la fin, la question que pose Jean Gabory, c'est et pourquoi faire? Je parle même pas de la réforme des retraites qui est mort-née, ça c'est le Covid, mais il y a plein de... Il voulait changer le monde. Puis à la fin, ils se rendent compte que transformer la France, c'est compliqué pour une série de raisons incroyables, dont les lourdeurs administratives, mais pas seulement. Et donc, c'est effectivement, c'est le chapitre de la désillusion du pouvoir politique. Y a-t-il encore un pouvoir politique? Et la réponse est oui, mais vraiment moins qu'avant. Alors, vous parlez de désillusion, juste une petite anecdote. Nous, on était il y a 3 semaines ou un mois à l'Elysée, c'était pour un événement avec Emmanuel Macron, c'était un concert, mardi de l'Elysée. Okay. Il rencontre, il y avait des jeunes, il y avait les partis de l'Elysée, il y avait tout ça. Il fait des photos, et spontanément, le chef du protocole annonce que l'ordre de passage pour les photos, les selfies des jeunes qui sont là, qui sont venus, et spontanément il va prendre le micro, il dit mais non, on va pas respecter ça, on va supprimer cet ordre là. Et finalement il revient très vite à la réalité, il est assailli de tous les côtés, à droite, à gauche, pour faire des selfies. On est à l'Elysée. Et finalement il va se retrouver très vite entouré par 5-6 personnes de l'Elysée, espèce de bulle. Est-ce que, et j'en viens à ma question, est-ce que finalement c'est pas eux, pas tous, parce que certains l'ont lâché, mais cette bulle, tous ces gens qui l'entourent, qui l'éloignent du pouvoir, enfin pas du pouvoir, mais en tout cas qui l'éloignent du peuple, et qui fait qu'il y a des déconnexions, comme par exemple avec Jonathan Jean, où c'était pas la phrase au bon moment, mais qui s'explique, qui se comprend dans un contexte. Vous l'expliquez, hein. Je comprends dans un contexte, c'était la rotonde, c'était la veille, mais... Je comprends votre question, mais c'était en déconnexion. Pour moi, c'est moins le nombre de conseillers que leur qualité. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être bien conseillé, et que heureusement que quand on a autant de responsabilités, qu'on n'a pas une microseconde à soi pour réfléchir, ou rarissime, et qu'on est en permanence dans l'effervescence, il faut évidemment que ça s'organise un peu, et je fais partie, en tant que journaliste, de ces gens qui créent. Moi-même, je suis souvent physiquement... Il y a souvent donc, le président de la République, la bulle de sécurité, ses conseillers, la presse et les gens. Donc il y a un triple rideau dont je suis physiquement entre le président et les gens. Et une fois, il y a un truc qui m'a marqué, il m'a dit, je pose une question qui l'a énervé, une question politique, et il dit, pour vous, la vie des gens est comme un décor. Et à la fois, c'était une façon de ne pas répondre à la question, et en même temps, factuellement, ça m'a fait réfléchir, parce que c'est vrai que je sillonne la France, et j'ai peu le temps de m'intéresser, en tout cas... Enfin, en fait, ils sont tellement dans leur com tous les jours, chacun, ils ont une thématique, que moi, mon taf, parfois, c'est de dire, ah, votre sujet, c'est de vendre des millions pour les piscines, mais moi, je trouve quand même que l'affaire Richard Ferrand ou telle affaire, elle est... donc après, on n'a pas le même agenda, mais c'est vrai que, collectivement, on fait partie d'une bulle. Moi, je gagne ma vie, je vis à Paris, je suis journaliste, j'ai pas la même vie que le monsieur que j'ai vu tout à l'heure en arrivant au Mans, qui manifestement était plutôt cantonnier, et on est tous très différents. Mais il existe encore, et dans ma génération, je crois que c'est important de le dire, c'est pas parce que je suis pas noir que je peux pas essayer d'écrire. Donc, on en avait déjà discuté avec Garonne, et vraiment, en parlant de ce livre, encore une fois, les gens pensent parfois que comme je suis pas lesbienne, je peux pas parler de ça. Enfin vraiment, et je trouve ça exténuant. Et donc,
parce qu'on me fait ce procès-là, alors que moi j'essaie en tant que journaliste de parler du réel le mieux possible avec des principes déontologiques de base, que je me dis que quand même Emmanuel Macron est aussi capable d'empathie, de comprendre, de rencontrer des gens sans filtre. Je l'ai vu faire ça, il sait le faire. La question que vous posez, c'est effectivement son entourage, asphyxiant, et oui, il y a plein de moments, peut-être les filles dont vous parlez, moi j'en ai vu d'autres il y a quelques semaines, il y a des moments où effectivement, à aucun moment, il n'est au contact des gens, de la journée. Mais pas par volonté personnelle. Non, et lui souvent il essaie de s'échapper, oui, c'est ça. Parfois à son détriment, mais oui, votre point est intéressant. Et ça peut donner une claque. Ça peut donner, voilà. Tout à fait. Bon. J'ai deux dernières questions. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était un article de Paris Match qui faisait parler. C'était Éric Zemmour, peut-être, ou en tout cas sera candidat. Oui, on part du livre. Là. On part du livre. Non, mais aucun problème, un petit peu. Moi, je suis tout terrain. Mais vous m'avez parlé d'agenda politique. Bien sûr. Je prends la perche. Est-ce Vas-y. qu'il vous a justement pas imposé depuis 2 mois son agenda politique? Personne nous impose notre agenda, nous les médias. En revanche, oui, moi j'assume d'avoir dès la fin du mois d'août. Oui, vous en avez parlé très tôt, on en parlait déjà en juillet. Je l'ai vu arriver ça, en c'est sûr. août, j'ai demandé à Éric Zemmour êtes-vous candidat à la présidentielle. J'ai fait un certain nombre de sujets que je revendique, avec lesquels je suis très à l'aise. Il faut évidemment le traiter bien, avec encore une fois des principes déontologiques de base, par exemple en donnant la parole au préfet Manzani, qui était un de ses amis, qui a témoigné lors de son procès en sa faveur, et qui aujourd'hui raconte qu'il a coupé les ponts puisque Éric Zemmour lui aurait dit lors d'un tête ni vous ni moi n'étions, mais donc, Pierre Manzani dit que Éric Zemmour lui a dit qu'il fallait réhabiliter Pétain. Et donc il a coupé les ponts. Donc il faut aussi donner la parole à Pierre Manzani, ce que je fais. Mais oui, il faut couvrir la campagne d'Éric Zemmour, qui est sera candidat, et il faut faire ça bien. Voilà. Mais possible. Oui, enfin, la question, on va pas non plus faire. C'est comme avec les politiques, hein, ils vous reprochent de faire des plans, mais nous aussi on va pas faire des plans là-dessus. Mais simplement, certaines personnes se sont interrogées, et même les journalistes eux-mêmes, sur le fait de voir c'est une marée de journalistes. Il y avait parfois 2 équipes par média. Alors c'était pas pour les mêmes formats, mais. Moi, quand je m'y suis intéressé, il y avait l'excellente équipe de Quotidien, une équipe de BFM. Et moi avec LCI, donc on était 3. Et là le premier sujet c'était sur Sarah Knafo. C'était fin août, tout à fait, donc j'ai été dans les tout premiers, je le revendique. Je l'ai encore suivi au milieu de la meute, mais franchement, pardon, vraiment c'est un débat noble qu'il faut se poser, mais vraiment, Éric Zemmour, il existe sans nous. Il a 200 000 lecteurs, alors ok il a eu un plan média de dingue, mais il c'est 900 000 personnes sur CNews tous les soirs. Il a un socle de lecteurs et un public qui mord sur les déçus de Marine Le Pen, la droite filloniste, les gentilles petites mamies qui parlent bien à la télé et qui n'est pas raciste, c'est ce qu'elle m'en dit, et sur les abstentionnistes et les anti-systèmes. Il a ces trois parties-là, et à la fin, avec ou sans sondage, on s'en fout du débat sur les sondages sur les journalistes. Enfin, il faut se les poser, mais pour moi c'est derrière nous. La question c'est est-ce que ça fait 20%, est-ce qu'il sera au second tour de l'élection présidentielle. Voilà. Et ça, quand on est sur le terrain, moi je suis basque, je suis bayonnais, en Bretagne et au Pays Basque, ce sont 2 terres qui n'ont jamais voté Front National. Il y avait 300 manifestants dehors, j'ai couvert la manif, mais à l'intérieur il y avait 1500 personnes, dont 400 personnes assises, dont au 2e rang des élus LR de la mairie de Biarritz venus observer le phénomène. Donc il se passe quelque chose sur le terrain, avec ou sans nous. Peut-être qu'on le surcouvre, peut-être que je le surcouvre, peut-être que je pose pas les bonnes questions. C'est toujours important de se poser les bonnes questions, justement, de se remettre en question. Mais nier la réalité du terrain pour un reporter, c'est impossible. Et c'est peut-être pas le meilleur moment pour se les poser, parce qu'on est en plein dans le. Mais si, parce qu'il faut le faire à chaud. Justement, il faut le faire à chaud pour trouver. Parce qu'aux États-Unis, si on fait le parallèle, avec Trump, comparaison n'est pas raison, mais Trump, les questions se sont posées plus tard. Oui, non, je me souviens pendant la campagne, on avait un ami qui s'appelait Alain Pierrot qui nous racontait que pendant la campagne, déjà, il se posait des grosses questions. Enfin, cet été, on s'était quitté sur LCI. Enfin, pas sur LCI, mais sur le projet de LCI. Comment ça se passe depuis la rentrée? Merveilleusement bien, vraiment. Est-ce que les jeunes vous suivent? J'ai la chance. C'était le pari. En tout cas, à Brive, là, je rentre du festival de Lino Brive où il y avait beaucoup de jeunes qui m'ont dit on regarde sur LCI. Donc après, bon, ça vaut pas un sondage, mais moi j'ai eu la chance, pareil, on a fait le débat là de tous les congrès LR. J'étais une petite souris entre David Pujadas et Hotel Krief juste à voir comment ils s'organisent pour faire un débat. Et c'est dingue, j'apprends tellement de choses, c'est extraordinaire. Et je suis à l'antenne tous les soirs à 20h35 en direct.
Et c'est extraordinaire. Et pareil, j'essaie de pas faire trop de Zemmour, mais j'en fais aussi. Je suis Emmanuel Macron, je suis tous les candidats, je suis sur Nathalie Arthaud, sur la Red Team hier, qui est donc les auteurs de science-fiction qui bossent pour l'armée, donc j'ai une liberté éditoriale absolue, évidemment. On fait attention, on vérifie, on respecte le temps de parole, on se pose des questions. Oui, non, évidemment. Mais c'est. Ouais, non. Et puis Rontel Krief, vraiment, c'est ma patronne et elle est. Vraiment, elle est exceptionnelle. Si c'était pas le cas, je dirais rien, je dirais oui, ça se passe bien, mais non, là, je surkiffe. Et l'écran tactile, ça se passe bien. Et l'écran tactile, alors, la dernière fois, il a réellement planté 3 minutes avant l'antenne, mais vraiment. J'ai essayé de rester zen, et ça a remarché, mais vraiment sur la fin de la coupure pub, il est revenu. Non, après, voilà, moi, pour être totalement sincère, je trouve que c'est encore un peu moche que je fais, je monte des choses qui sont pas. Non, mais en vrai, sincèrement, j'ai une marge de progression pour être content, pour que ce soit mieux, pour que ce soit plus constant, donc j'ai encore beaucoup de travail pour être content, mais je m'éclate. Bon, et bien donc alors, LCI, on fait dans l'ordre, LCI 20h35 tous les soirs, l'instant Paul, lundi, jeudi. Ouais. Les événements qui vont venir sur LCI, les débats, les Insta Live, on fait plein d'expériences web. Voilà, bon, les Insta Live, et puis donc Élysée Confidentiel qui fait un magnifique cadeau de Noël. Hein, merci. Non, mais c'est vrai. Et puis surtout, ça s'offre, voilà, si on connaît pas la politique, on peut quand même, c'est tout à fait accessible, parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, une série, si on est jeune. Et puis, pour papa, pour maman. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un regard. Et puis, voilà, on est à l'approche des présidentielles, c'est dans l'actu. Non, c'est parfait. C'est parfait, c'est très bien. C'est à lire. Non, vraiment. Merci. Avec Elliot Blondet. Ah oui, avec Elliot. Oui. Il devait être là. C'est vrai, mais il est avec Kamala Harris. Voilà. Comment lui en vouloir? Ouais. On vaut moins que Kamala Harris, ça non. non, on le prend pas mal. Donc voilà. Élysée Confidentiel, c'est chez Flammarion, j'ai oublié de le dire. Et merci Paul. Merci Jocelyn, merci Print.